Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Vous avez peut-être pris connaissance de l'article dans le Journal de Montréal cette semaine qui nous dit que des patients, encore aujourd'hui, se font dire par des médecins, ben écoute, si tu veux te faire opérer, tu as le choix. Soit tu restes dans le public, puis là, tu en as pour des mois, voire des années d'attente, ou tu me suis dans le privé, puis là, ben, ça va te coûter une couple de milliers de dollars, mais en 2-3 semaines, je suis capable de t'organiser ça. On en discute avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut Patrick. Allô, Marie. Je sais que tu aimes ça parler de public et de privé en santé. Pourquoi on tolère ça, Patrick, des professionnels qui sortent du réseau public, qui vont vers le privé, qui incitent des patients aussi à les suivre dans le privé? Ben, je sais pas. Bon, parfait. OK, terminé. C'est fini. Merci. Bonne journée. Merci. Ben, écoute, c'est une réponse très courte. Bravo, Patrick. Ouais, j'aime ton analyse. Note la date. Note la date, je sais, parce que tu réponds jamais ça. Tu vois, d'où ma surprise. Exactement. Mais non, en fait, il y a plusieurs aspects. Là. Oui, j'ai une idée, mais je comprends pas quand même pourquoi qu'on fait ça. Ici, le privé a comme grandi à l'extérieur du système public, comme une espèce d'excroissance. Puis c'est un compromis historique, je pense que ça fait suite aux négociations qui avaient eu lieu quand il y a le régime d'assurance maladie du Québec a été mis en place, là, il y a un peu plus de 50 ans, là, il y avait un compromis pour permettre aux médecins qui ne voulaient pas pratiquer à l'intérieur du régime public. Mais ceci dit, si on remonte à il y a une dizaine d'années, ça existait à peu près pas des médecins qui pratiquaient en dehors du régime public. Puis là, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles des médecins font ça. T'as pas juste pour les chirurgies, t'as aussi, mettons, en médecine sportive, par exemple, c'est assez courant. Et là, c'est pas nécessairement plus payant pour les médecins, mais ils veulent faire la pratique qu'ils veulent faire. Ils veulent pas être dans la bureaucratie. Puis en tout cas, on pourra en parler une autre fois, mais tu sais, honnêtement, là, non, mais tu as une question, dans le cas de la chirurgie, là, c'est un cas qui est quand même facile à comprendre, une question d'accès à des salles d'opération, puis à des plateaux techniques, puis à des professionnels, puis à un moment donné, si tu n'as pas de priorité opératoire comme chirurgien ou chirurgien orthopédique, là, c'est souvent ça le classique, là, les hanches, les genoux et compagnie, puis on me dit, ben écoute, tu as 2 journées pour opérer, on peut-tu vraiment blâmer le médecin d'aller combler son temps avec, au privé? Non, on peut pas le blâmer. Quoique, tu sais, il y a aussi là-dedans, faut pas se le cacher, dans certains cas, ça peut être extrêmement payant aussi, parce que certaines interventions, ça peut être 12 000, 20 000 $. Mais le problème, effectivement, c'est un problème de disponibilité. Et c'est là que on touche à quelque chose qui est crucial, c'est que au Québec, au Canada, c'est très centré sur les hôpitaux. Le système public, c'est les hôpitaux. Puis les cliniques, c'est du privé. Même, j'ajouterais, du méchant privé. Là, depuis quelques années, le gouvernement actuel, le gouvernement précédent avait pris des ententes pour pouvoir effectuer, avec certaines cliniques, envoyer des gens, mettons, je sais pas moi, l'hôpital Sacré-Cœur, qui est là, sont débordés, manque d'essais pour tel type de chirurgie. Hop, on l'envoie à Rockland ou au 10-30. Puis ça, c'est des choses qui ont bien fonctionné. Mais ça se fait par le biais d'ententes et c'est pas toutes les cliniques pour lesquelles il y a des ententes aussi. Fait qu'il existe ce que je dirais du privé-privé, là, qui est vraiment désaffilié. Oui, c'est ça, parce que les ententes faisaient que le patient, il sort pas de l'argent de ses poches. C'est ça la grande différence ou confusion là, quand on parle de privé. Là, j'entends, mettons, le ministre actuel, Christian Dubé, quand il parle de privé, il faut tout le temps qu'il spécifie en disant « Ouais, mais c'est du privé que vous payez pas ». Parce qu'on dit des CMS. Mais tu sais, si tu t'en vas, mettons, en Europe, c'est complètement différent. Tu as toutes sortes de fournisseurs dans le système de santé. Tu as des hôpitaux gérés par l'État, mais tu as des hôpitaux gérés par le privé, soit des organismes à but non lucratif, mais vraiment des organismes privés qui sont séparés de l'État, ou même des entreprises à but lucratif et même des multinationales, quelque chose qui semblerait ici l'horreur complète, mais ça se fait à l'intérieur du régime public. On en a déjà parlé, toi et moi, mais par exemple, en France, là, plus du tiers, en France, en fait, je peux te nommer 4 pays comme ça en partant, France, Italie, Espagne, puis Allemagne. Le tiers et plus des hôpitaux sont privés à but lucratif. Ça compte même pas les OBNL. Tu as des OBNL aussi qui sont privés. Fait que ça, c'est vraiment une minorité, les hôpitaux gérés par le public. Mais tout ça, ça se fait sous le parapluie des régimes publics. Certains sont semblables aux nôtres, certains sont différents, mais je veux dire, tu as une couverture universelle dans tous les pays d'Europe. Et là, tu vas aller vers le fournisseur qui est disponible pour toi, puis l'argent public, ou en tout cas l'argent du régime d'assurance universelle,
va te suivre. Et écoute, c'est de même dans toute l'Europe et ça serait très simple de dire ici, regardez, l'argent va suivre le patient, vous allez vous faites opérer, la carte d'assurance maladie va vous rembourser. Mais là, au Québec, ça, écoute, ça existe peu depuis importe ce que tu veux dire, c'est que peu décennies. importe que tu te fasses opérer finalement dans le régime public, dans le régime privé, de toute façon, c'est ta carte te suit et c'est gratuit, c'est ça? Il y a un montant, c'est tout. Là, on parle de soins médicaments nécessaires aussi, là, pas nécessairement dans l'esthétique. Mais, et ça, tu as des formules de financement. C'est sûr qu'on appelle du financement à l'activité, c'est-à-dire que, mettons, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais mettons, pour réparer un ménisque, là, c'est 2000 $. Un ministre ou un ménisque? Des fois, on pourrait réparer le ménisque. Réparer le ménisque, ça coûte très cher, surtout qu'il y a des augmentations de 30 %, fait que ça coûte encore beaucoup plus cher de réparer un ménisque. Non, puis en plus, les ministres, comme ils ont 1,6 million d'actifs immobiliers en moyenne, là, si tu répares le ministre, tu as beaucoup de choses à réparer. Mais bref, revenons à nos moutons. C'est ça. Fait que donc, c'est très simple. C'est l'argent, ton régime d'assurance te suit, peu importe où est-ce que tu vas. Puis au Québec, il y a comme une espèce de sas, là, où comme si tu rentres puis tu ressors du système public pour le patient puis pour les médecins. Ça serait très simple à régler. Demain matin, le gouvernement pourrait dire, écoutez, voici c'est quoi, on finance les chirurgies, allez où vous voulez. Mais là, il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas encore. Ah, je savais, je me disais, c'est bien trop facile, cette solution-là. Qu'est-ce qu'il y a et ça s'en vient. Parce que là, le problème, c'est que là, on ne savait pas comment ça coûtait ces différentes procédures. C'est sûr que, mettons, pour de la chimiothérapie, tout ça, ça devient plus compliqué à un moment donné. Puis, mais tu sais, pour un paquet de procédures médicales simples, documentées, pour lesquelles il y a des montants forfaitaires qui peuvent exister puis qui existent dans d'autres pays, même pour des urgences. Quand tu as des urgences dans des hôpitaux privés en Europe, ça a l'air complètement inconcevable ici. Mais ça pourrait très bien se faire. Puis là, le financement de l'activité a commencé dans les hôpitaux. Fait que le gouvernement, maintenant, sait combien ça coûte, différents types de procédures. On pourrait le mettre en place. Et là, il va y avoir une réponse, Marie. Il y a des gens qui disent, ouais, mais attends un peu, là, on draine le système public. C'est épouvantable, on sort des ressources. Bon, il y a deux choses là-dedans. Un, ça reste sur le mythe que les infirmières, les médecins sont aussi productifs dans le public que dans le privé pour le même genre d'intervention. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a été démontré que les petites cliniques, c'est plus petit, c'est organisé plus serré, il y a un meilleur suivi plus strict pour les rendez-vous, il y a moins d'imprévus aussi parce que tu n'as pas de débordement aux urgences, par exemple, ou parce que tu as moins d'imprévus. Fait que dans une journée donnée, des médecins qui opèrent dans une clinique, ils vont faire plus de chirurgie qu'à l'hôpital, par exemple. Donc, les mêmes ressources produisent plus. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Puis l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est tu donnes d'autres employeurs potentiels. Parce qu'on sait que, comme employeur, le système de santé, disons que c'est un peu moyen. Hein? Les relations sont difficiles depuis plusieurs années. Moi, je vais te raconter l'histoire. Écoute, un hôpital en Suède, c'est formidable. Là, je ne veux pas généraliser, là, mais c'est un système qui ressemble au nôtre, la Suède. Puis tu as quelques hôpitaux privés à but lucratif là-bas. Puis il y a une expérience intéressante qui a été faite à Stockholm il y a une vingtaine d'années, un hôpital qui devait fermer. Puis la santé là-bas, c'est une compétence locale. Fait que donc, mettons, c'est Montréal, dans ce cas-ci Stockholm, qui a décidé, mais le temps qu'à le fermer, on va confier la gestion de l'hôpital Saint-Goran à une multinationale. Et ça a été fait, évidemment, du côté syndical, il y avait une certaine méfiance. En fait, une petite résistance, hein, on imagine. Une toute petite résistance. Et finalement, ça s'est fait. Et l'hôpital, non seulement l'hôpital a été sauvé, c'est un hôpital qui fait de l'urgence, des colos, et ça a été, sa productivité a augmenté. Ils ont grossi les urgences. C'est un hôpital qui a le même volume que, mettons, le Cité de la Santé à Laval, par exemple. C'est un gros hôpital en termes de volume d'urgence. Et quelques années plus tard, le combat politique a refait surface. Et là, tu avais des centrales syndicales qui disaient « Hey, écoutez, il faut ramener ça dans le giron public. » Et là, la chose qui est assez drôle qui est arrivée, le syndicat local a levé la main et a dit « Excusez, finalement, on trouve ça bien correct. On est heureux. On touche à rien. Nos patrons sont plus proches, sont pas 8 étages plus hauts, sont sur place. Puis, il y a différentes mesures qui montrent que l'absentéisme était moins élevé, les employés étaient plus satisfaits, les patients étaient plus satisfaits aussi. Fait que, tu sais, pour nuancer toute cette histoire-là, fait que tout ça pour dire, là, quand on parle de privé, il faut arrêter de penser au système américain.
Non, mais c'est exactement ça que j'allais te demander, Patrick. J'allais dire pourquoi, d'abord, on a une aussi grande résistance au Québec, au privé. Est-ce que c'est une question, justement, parce que quand on pense privé, on a toujours l'exemple des États-Unis à côté, tu sais, avec ça a été un grand débat, là, le Obamacare, puis de voir tous les exemples qui étaient donnés de gens qui, finalement, n'ont pas accès, puis, tu sais, je veux dire, les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension, justement, que le privé veut pas nécessairement dire sortir de l'argent de sa poche, mais juste une gouvernance qui est différente? C'est une résistance qui est politique et médiatique, je te dirais. C'est sûr, au Canada, de façon générale, le caractère public du système est sacralisé encore plus qu'au Québec. Là, puis ça, il y a plein de sondages qui le montrent. Mais la population, elle, ça fait longtemps qu'elle est prête. Il y a des sondages qui l'ont démontré, normalement, notamment Léger, des sondages du Pôle santé HEC aussi, des études très, très, très détaillées qui ont montré que la population, si tu leur dis, écoute, t'es payé, le gouvernement finance, tu vas peut-être aller faire soigner au privé, pas de problème. Les gens embarquent tant que c'est payé, mais d'un point de vue médiatique, et là, je pense qu'il y a de façon générale, si tu veux, les journalistes ont tendance à être plus sur les préoccupations sociales, peut-être un peu plus à gauche, là, de façon générale. Je pense pas que c'est une insulte, c'est un constat qui est assez factuel, là, que d'autres milieux, par exemple. Puis moi, je pense que ça joue beaucoup, puis effectivement, on a peur de l'américanisation du système de santé, mais tu sais, il n'y a pas de régime universel aux États-Unis. Là. C'est le seul pays développé où l'ensemble de la population n'est pas couverte. C'est à peu près 10% de la population qui n'a aucune couverture. Fait que c'est quand même une trentaine de millions d'Américains, là, c'est beaucoup. Puis tu as une partie de la population qui ont comme des régimes d'un deuxième tiers, si on veut, qui sont un peu moins bons. Fait que ça n'a rien à voir avec l'Europe où dans tous les pays d'Europe, c'est comme nous, 100% de la population est couverte et avec des dépenses semblables, tu as un meilleur accès. Et fait que je pense qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça ne devrait plus exister de la médecine désaffiliée en dehors du système public. Les soins devraient être remboursés. Et là, il y en a qui disent, ouais, mais ça rajoute de la capacité. Bien là, nous autres, on n'a pas beaucoup de médecins aussi. Et ce qu'on pourrait faire, comme certains pays d'Europe ont fait, on dit, bien, c'est correct, tu veux facturer des clients en dehors de tes heures, fais un minimum d'heures dans le système public. Mettons, tu fais ta semaine de 40 heures. Après ça, si tu travailles 50, 60 heures, puis là, ce qu'on pourrait appliquer, entre autres, tu sais, je pense à tous les dermatologues qui sont, dermatologie, tous les dermatologues qui sont désaffiliés. Écoute, essaie d'avoir un rendez-vous au public avec des dermatologues. Tout ce qui est physiatre aussi, là, ça, c'est hyper compliqué parce qu'il y en a pas beaucoup, puis il y en a beaucoup qui sont au privé. Mais tu as plusieurs spécialités comme ça, là, où ce serait pas. C'est sûr que ça viendrait donner un petit coup de main, là, ce nombre d'heures-là obligatoire. Là, on pourrait créer de la capacité, parce que c'est sûr, c'est un médecin qui fait toutes ses heures dans le public, puis pour ça, il travaille 50, 60 heures, puis là, après ça, il charge un gros prix pour des gens qui sont prêts à payer cher. Ça, c'est de la capacité additionnelle. T'sais, on parle en haut de, je sais pas, 38, 40, 42 heures. Là, tu crées de la capacité additionnelle. Mais pour l'instant, effectivement, quand les médecins sortent du système public, comme le Québec a vraiment pas beaucoup de médecins par rapport à la majorité, puis c'est le cas pour le Canada aussi, c'est le Québec, le Canada, n'ont pas beaucoup de médecins. Bien là, effectivement, oui, ça draine des ressources, il faudrait au minimum que ça soit couvert. Oui, puis tu as pas mal de médecins dans le réseau, moi, qui m'ont souvent dit aussi ce qui les fâche d'avoir certains de leurs collègues qui se désaffilient complètement, c'est que quand tu as une complication justement avec un cas, ben là, le cas, il s'en va dans le réseau public. Donc, c'est comme si ces médecins-là prennent pas non plus tu sais, il y a une répartition des gardes, par contre, par exemple, aux soins intensifs, à l'urgence, tout ça, ben c'est des médecins qui ne participent pas à l'effort collectif de nos médecins. Ce sera pas la dernière fois qu'on va en discuter. En tout cas, Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. Merci. Plaisir. Bonne journée. Restez connectés. Tout ce que vous avez